c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter et tenter de comprendre les informations mais aussi les tendances qui nous proviennent de la planète marché. 3 experts nous accompagnent ce soir donc dans Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Florian Yelpo. Bonsoir Florian Yelpo. Bonsoir. Responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Gustavo Orenstein. Bonsoir Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Et puis enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Malik Hadouk. Bonsoir Malik Hadouk. Bonsoir. Directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. Alors, on va commencer avec vous Malik Hadouk. Beaucoup de questions cette semaine en lien avec des statistiques. Alors peut-être pas forcément les statistiques les plus regardées par les banques centrales. Je pense notamment aux chiffres de l'inflation publiés il y a 2 jours qui a fait légèrement vaciller le marché sur une journée. Mais on a quand même perdu un peu plus d'1%, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On sent qu'il y a une certaine sensibilité sur ce chiffre. Puis finalement, ça a été très vite oublié. On est revenu sur une tendance qu'on connaissait depuis le début de l'année. On a d'autres statistiques qui nous proviennent des États-Unis à l'heure actuelle. Quelle est la manière dont vous envisagez ce début d'année aux États-Unis vis-à-vis d'un potentiel assouplissement monétaire et d'une résistance de cette économie américaine ? Alors, on va commencer par le chiffre. Sujet. Non, on va commencer par le chiffre de l'inflation parce que c'est le chiffre le plus important, en tout cas en ce qui nous concerne de la semaine. Pour nous, c'était un non-événement. En fait, le marché est très tendu à l'approche de l'hypothèse d'une désinflation qui ne serait plus en marche. D'accord. Et en fait, tout chiffre légèrement supérieur de 0,1, 0,2 provoque des inquiétudes, alors qu'on considère, et surtout pour le mois de janvier, où il y a une saisonnalité qui est assez importante, et on sait d'où provient cette inflation. Il y a le service, il y a le logement, mais nous, on considère que la désinflation continue et est en marche. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est un bruit. Et comme vous l'avez mentionné, le marché a tout de suite oublié le lendemain et a repris sa marche en avant, parce que ce qui importe, c'est la résilience de l'économie américaine. On remarque le PIB du 3e trimestre, je pense, du premier trimestre, le fait d'attentat était à 3,4. Je pense qu'il va être un peu révisé à la baisse avec les chiffres des retail qui sont ressortis aujourd'hui. Mais ça sert. Il y a une économie qui est résiliente, avec un marché du travail qui tient, et des entreprises, c'est le plus important, alors, qui ont sorti des résultats satisfaisants, qui avaient été bien entendu révisés à la baisse, mais qu'on... Oui, il y a toujours un peu ce mécanisme. Effectivement, on révise à la baisse d'abord et ensuite on est surpris à la hausse. Mais ce qui a le plus surpris agréablement, c'est le maintien des marges. En fait, les entreprises aux États-Unis réussissent depuis plus d'1 an à maintenir des marges très satisfaisantes, à rester au plus haut niveau. Et ça permet au marché américain de continuer à progresser et à monter, même si on arrive à des niveaux de valorisation, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation très très élevés, supérieurs à la médiane, c'est le marché le plus cher. Mais il y a aussi ce soutien de la croissance des bénéfices, puisque 2024 a commencé à être révisé à la hausse, après avoir commencé à être révisé à la baisse. Mais là, les analystes se sont réajustés. Et les taux ne posent pas un problème aujourd'hui, parce que je pense que ce qui inquiète les investisseurs, c'est pas la politique monétaire, en fait. C'était ma question, justement, parce qu'effectivement, on parle de la résistance de l'économie américaine. Vous dites que le sujet de l'inflation était un non-événement. Oui. Est-ce que le décalage dans le temps d'un assouplissement monétaire, ou en tout cas ce que semblent de pricer les marchés obligataires, peut avoir une influence quand même sur une stratégie cette année en 2024 ? Si le décalage a lieu en raison d'une activité économique qui est soutenue, c'est plutôt positif. Si l'inflation ne réaccélère pas, ça c'est un élément positif. Mais le décalage, il sera là. La première baisse des taux, il faut l'attendre, je pense, pour juin, voire juillet aux États-Unis, pas avant, parce qu'il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, la Fed, elle a un problème de communication. Elle ne peut pas vous dire aujourd'hui, je vais baisser les taux. Bien sûr. Parce que si vous annoncez que vous allez baisser les taux, les entreprises et les acteurs financiers vont se dire, on va commencer à réinvestir, on va commencer à redépenser, parce que la baisse des taux va arriver. Donc, elle se donne les moyens, se donne le temps, en disant, tant que je n'ai pas la certitude d'avoir atteint mon niveau, je n'annonce pas que j'ai baissé les taux. Et en plus, le chiffre de l'inflation qui compte, c'est pas celui qui est sorti, c'est le PCE. Et le PCE, la tendance, c'est vraiment à la baisse. Donc, indéniablement... Donc, non-événement, ce CPI. Non, nous, on considère que c'est un non-événement. C'est une réaction de marché violente, comme elle avait eu lieu au mois de décembre et novembre, quand il y a eu des chiffres meilleurs et que la Fed avait annoncé qu'elle arrêtait son mouvement de hausse des taux.
Gustavo Renstein, même question sur. Alors effectivement, c'est un chiffre d'inflation aux États-Unis, c'est pas le plus suivi par la Fed, c'est quand même un chiffre qui donne une tendance, qui donne des indications. Est-ce que effectivement, il faut attendre le chiffre que regarde le plus la Fed dans sa version core pour être sûr et se poser une analyse sur l'évolution de l'inflation, ou quand même on peut comprendre cette sensibilité des marchés qu'on a vu il y a 2 jours? Alors effectivement, bon, d'abord le chiffre est effectivement mauvais, alors on peut le découper, on essaie d'enlever des morceaux par-ci par-là, essayer de voir, et bon à la fin, le corps service hors logement est quand même fort, il y a dans l'économie effectivement, le mois de janvier était un mois où l'inflation est remontée, effectivement il y a des effets de correction des variations saisonnières qui sont un peu compliqués, on a toujours évidemment par nature chaque mois de janvier, mais bon effectivement depuis le Covid particulièrement les corrections de variations saisonnières sont parfois un peu aléatoires. Donc ça a pu jouer. Par ailleurs, le chiffre était tellement mauvais que forcément notre cerveau d'être humain nous dit que ça doit être un outlier et ça n'est pas représentatif de la tendance générale. Effectivement, la Fed ne vise pas le CPI, mais le PCE qui en général est un peu en dessous, n'a pas la même composition et probablement n'augmentera pas autant. Mais je pense que le fond de l'histoire, c'est plutôt que de toute façon, l'inflation est déjà suffisamment faible pour que la Banque centrale américaine baisse ses taux si c'est nécessaire. La question, c'est de si c'est nécessaire. C'est ce côté optionnel. C'est vraiment le grand changement. Qui pourtant a été vécu comme une évidence par les marchés fin 2023. Là, il faut garder en tête que c'est optionnel. C'est optionnel. L'idée, c'est que si c'est nécessaire, la Fed baissera les taux. Si l'économie venait à ralentir beaucoup plus fort que ce que tout le monde anticipe aujourd'hui, s'il y avait un problème dans les banques, si n'importe quel choc important sur la macro, la Banque centrale peut y répondre parce que l'inflation est d'ores et déjà suffisamment faible pour qu'un ralentissement l'amène très rapidement à 2%. Elle n'a pas besoin d'attendre d'arriver à 2% pour être dans cette réaction. Mais évidemment, si l'économie est solide, si le marché du travail est solide et s'il n'y a aucun choc, bon, il n'y a pas de raison qu'elle se précipite à baisser les taux. Mais du moment que cette idée du put est là, les marchés financiers peuvent tout à fait surfer par-dessus. Bon, il y aura forcément de la volatilité, ça c'est une évidence, mais elle peut passer par-dessus ce type de choc, et c'est ce qui s'est passé avec le chiffre d'inflation. Un chiffre, donc une tendance globale qui devrait diminuer. On n'a pas de boule de cristal, mais on sent effectivement que c'est la tendance. Une économie américaine qui résiste bien. Certains parlaient de soft landing, maintenant on parle de no landing, puisqu'on a du mal à voir effectivement quand est-ce que l'atterrissage va avoir lieu. Des chiffres du chômage, de nouvelles inscriptions au chômage qui reculent encore cette semaine. Comment est-ce que vous analysez un petit peu ce moment particulier, effectivement, où on a du mal à comprendre un petit peu comment tout cela va évoluer dans les mois qui viennent? Alors d'abord, évaluer la vitesse de l'économie américaine n'est pas évident. Il y a plein de chiffres différents. On avait noté des écarts entre le PIB ou des mesures venant de l'income, enfin par les revenus. Donc il y a des... Bon. Au final, on peut dire que l'économie américaine est dans une croissance toujours forte. On va dire peut-être, alors c'est peut-être pas les 4, mais peut-être autour des 2,5, 3, ce qui est quand même une croissance tout à fait forte. Ceci étant, il y a quand même un rééquilibrage au fur et à mesure dans certains endroits sur le marché du travail. Oui. On voit les taux de démission qui commencent à ralentir, c'est-à-dire le churn, le turnover qu'il y a sur le marché du travail américain commence à ralentir, c'est en train de se refroidir, même si le taux de chômage, lui, ne remonte pratiquement pas. Mais quand même, au sein du marché du travail, ça est en train de se rééquilibrer peu à peu. On voit également les chiffres de consommation. Effectivement, la consommation des ménages, c'est la grande surprise de 2023. Bon, peut-être que là, on est à un début au moins de normalisation au fur et à mesure de ces chiffres de consommation. Et donc, il y a bien un refroidissement. Plus ou moins attendu, ça, pour le coup. Oui. Tout le monde attend que c'est ça peut-être qu'on a en tête quand on parle de l'atterrissage en douceur. Il y a quand même une certaine modération, mais avec une croissance, effectivement, qui, pour l'instant, en tout cas, reste tout à fait dynamique. Donc c'est un mélange qui est plutôt idéal du point de vue des marchés financiers, puisque vous avez une croissance suffisamment forte pour que les résultats des entreprises soient positifs, mais en même temps, le processus de désinflation qui a déjà suffisamment en fait, avancé pour que le put des banques centrales soit de retour. Si on doit utiliser les termes à la mode sur les marchés financiers, soft landing, c'est le scénario principal. On parle de no landing aujourd'hui. On reste assez ouvert effectivement sur l'évolution de l'économie américaine en début 2024. Oui, là, je ne sais pas si no landing, soft landing, mais en tout cas, l'économie est forte. Et la question du landing, c'est plutôt une question pour plus tard. C'est-à-dire... c'est pas le sujet à l'heure actuelle. Non, parce que dans les conditions actuelles, on est déjà en train d'attendre effectivement la confirmation de cette désinflation et les premiers mouvements de la Réserve fédérale.
Après, la question, c'est, dans cette situation, est-ce qu'il peut y avoir une réaccélération de l'économie ? Quelque part, non. On est déjà dans des croissances relativement fortes. Le problème du no-lending ou du soft-lending, c'est qu'il n'y a pas de réaccélération vraiment possible. On ne voit pas très bien d'où ça pourrait venir, d'ailleurs. Du coup, c'est vraiment une situation, d'ailleurs, qui est un peu le miroir inversé de la décennie précédente. La décennie précédente où on était perpétuellement en train d'espérer des choses et d'avoir finalement une économie très équilibrée. Et maintenant, c'est pile l'inverse. Tout le monde attend un ralentissement qui semble effectivement ne pas arriver. Mais je crois que les problèmes vraiment soft landing ou pas, c'est quelque chose de plus tard. Pour l'instant, je crois qu'on peut profiter d'un mélange qui est très positif pour les marchés financiers. Encore une fois, une certaine résilience et cette optionnalité, cette protection optionnelle des banques centrales. C'est-à-dire que même si cette résistance disparaît, on sait que les banques centrales sont là pour protéger. Florian Yelpo, que dire pour compléter ce qui a déjà été dit, effectivement, en réaction à ce chiffre que tout le monde attendait cette semaine, mais peut-être aux perspectives qu'on peut avoir sur l'économie américaine qui crée beaucoup d'emplois également, 353 000 pour le mois de janvier. J'ai lu ce que vous écrivez, où vous dites notamment qu'on analyse peut-être le nombre de créations d'emplois aux États-Unis avec des référentiels un peu datés et qu'on s'inquiète peut-être parfois trop de création d'emplois qui dépassent les 200 000 créations par mois, Florian Yelpo. C'était vous le lecteur. C'était moi le lecteur, oui, c'est ça. Vous tracez les lecteurs, c'est ça. Non, effectivement, c'est un point qu'on trouve intéressant, c'est que on est à peu près tous, je pense, d'une génération où 200 000 créations d'emplois aux États-Unis, c'est la norme. C'est comme ça que l'économie américaine ronronne. On voit 353 et on commence à s'inquiéter, à se dire c'est 75% de plus que cette espèce d'ancrage mental. Alors, cet ancrage mental, il vient des années 2000. Et quand on commence à regarder ces chiffres en proportion de la population américaine, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans un environnement où on crée beaucoup d'emplois. En fait, on crée à peu près 0,13% d'emplois de la population totale, ce qui correspond à peu près à ce qu'on faisait de la décennie 80 à 90, alors que la décennie d'où nous venons, elle était plutôt à 0,10%. Donc on parle de points de base, évidemment. Bien sûr, oui. Mais une fois disons que une économie de, quasiment 300 millions d'habitants, c'est pas la même chose qu'une économie de, pour caricaturer, 200 millions d'habitants. Le nombre de créations d'emplois est évidemment une fonction du nombre de personnes qui vivent. Il faut prendre en compte la démographie. Exactement. Il y a un effet démographique potentiel à prendre en compte qui peut aider à relativiser et se dire effectivement, on parle plus de résilience que de surchauffe. Et alors, j'aime beaucoup la réaction du marché à la suite de la publication du chiffre de l'inflation et ce qui s'est passé ensuite le jour d'après. C'est que contrairement à ce qu'on a pu voir justement en 2022-2023, il y a un peu plus d'inflation que prévu. Oui, les chiffres le disent, il y a un peu plus d'inflation dans le rapport, c'est indéniable, c'est comme ça. Mais le marché initialement se fait peur en se disant mais la Fed va monter plus les taux prévus ou du moins retarder ses hausses de taux. Ah oui, mais elle ne va pas monter les taux. Et en plus, cette inflation, elle est plutôt macro. Donc ça veut dire que l'économie va bien, ça veut dire que les earnings vont bien, ça veut dire que la santé des entreprises est plutôt bonne. Et finalement, d'un coup, on tourne le bateau et on se dit, mais en fait, non, tout va bien. Ce chiffre-là est une bonne nouvelle pour l'économie. Une bonne nouvelle pour l'économie, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez intéressant en termes de perspective et qui nous change beaucoup, en tout cas, des 2 dernières années où on a vécu dans la peur de la Banque centrale américaine, de la Banque centrale européenne. Cette époque-là, elle est un peu partie. Si je puis compléter par un dernier point. Bien sûr. Ce qu'on trouve également intéressant, c'est de se dire une inflation à 3%, c'est pas une inflation à 10%. C'est-à-dire qu'on a connu cette période d'inflation à 10% qui était très effrayante, très anxiogène en termes d'investissement, parce que, est-ce que la Fed allait nous faire un moment Volcker, monter les taux suffisamment pour générer de récessions coup sur coup ? Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on a une inflation de 3%, et en fait, cette inflation de 3%, elle est plutôt positive. Mais c'est un peu le round two. C'est pas le mandat ? C'est pas le mandat. Le mandat, il n'est pas précis. Vous savez qu'il n'y a pas de cible officielle. On est à 2,5, 3% contre 2,5 quelque part. Est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Vous voyez ? Et surtout, il va falloir qu'on arrive à se convaincre que cette inflation qui est plus macro, il n'est pas certain que la Fed tente de lutter contre elle.
Et quand on repense à 2007-2008, la Banque centrale américaine commence à baisser ses taux en dépit d'une inflation qui est bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui dans ce dernier rapport-là. Donc, de notre ça côté, pourrait ne pas être le seul indicateur sur lequel se baserait la Fed pour lancer son assouplissement monétaire, si tant est qu'elle le fait comme prévu en juin, comme semble pricer le marché en tout cas. non. Et le fait qu'elle répète dans pas mal de médias qu'il se pose des questions sur ce qu'est réellement le taux neutre, moi, ça m'invite à la réflexion et de me dire, s'il n'y a pas de problème d'inflation, il faut ramener le taux de la Banque centrale sur le taux neutre pour arrêter d'influer sur l'économie. On en a suffisamment fait, à la baisse comme à la hausse. Il est où ce taux neutre? S'il est à 4,75, 4,50, ramenons le taux à 4,75, 4,50, peut-être, j'en sais rien, peut-être c'est 4, mais ça n'aura pas une influence décisive sur l'économie, si ce n'est de laisser l'économie retrouver une forme d'autorégulation et d'équilibre. Malik Haddouk, alors question très ouverte pour bien comprendre. J'ai l'impression, à l'écoute de plusieurs interviews dans Smart Bourse, que le sujet banque centrale, le sujet inflation est peut-être moins important aujourd'hui qu'il y a un an ou encore 6 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Où est la vraie sensibilité du marché, Malik Haddouk? La vraie sensibilité du marché, elle est sur les résultats d'entreprise aujourd'hui. Point à la ligne, il n'y a pas d'autres sujets qui inquiètent vraiment à l'heure actuelle les marchés financiers. On regarde, et encore aux États-Unis, c'est de là que viennent encore une fois les bonnes surprises. C'est un maintien de marge et stratégie qui permettent aux entreprises américaines d'améliorer dans certains secteurs même leur marge et de les maintenir à un niveau très élevé, ce qui n'est pas le cas des entreprises européennes malheureusement. Donc États-Unis, tout va bien, c'est ce qu'il faut comprendre. Elles n'ont pas encore toutes publiées, mais jusqu'alors, là, il n'y a pas de souci particulier. 80% des entreprises publiées ont des résultats supérieurs aux attentes. Alors évidemment, avec l'exercice de communication avant, mais bien sûr, mais même avec les résultats qui ont été publiés, il y a eu un travail d'ajustement à la hausse, aussi de la progression des bénéfices à venir pour 2024. Et c'est ça qui alimente la progression encore du marché. Donc les earnings, c'est vraiment aujourd'hui, c'est la véritable variable d'ajustement. On le voit sur d'autres marchés. Il n'y a pas que le marché américain, il y a le marché japonais aussi, qui a aussi sorti, les entreprises ont sorti de très beaux résultats. En Europe, la surprise, ça a été vraiment ce matin. On a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur des cycliques. Oui, bien sûr. C'est surprenant. Ce qui permet de jouer, même si le marché, à mon avis, doit corriger à un moment donné, parce que l'envolée est assez rapide depuis 2 mois. Et le fait de pouvoir, c'est peut-être le moment de jouer la rotation qu'on attend depuis un certain nombre de temps. Justement, je l'ai annoncé en introduction, je l'ai entendu sur ce plateau plusieurs fois, on n'a pas suffisamment de bonnes surprises en Europe sur le sujet résultat d'entreprise. Est-ce que depuis ce matin, on a enfin suffisamment de bonnes surprises en Europe? On a de bonnes surprises, honnêtement, ce matin. Et je vous dis encore que la surprise, elle est encore plus surprenante, c'est qu'elle vient des valeurs cycliques, alors que le ralentissement européen était plus prononcé que le ralentissement américain, même si je pense que là aussi, on a touché un plus bas en Europe et que il y a des éléments qui nous permettent d'anticiper une stabilisation, voire un redressement un peu de l'économie européenne dans les mois à venir. Donc oui, le marché apprécie les résultats et le marché européen, lui aussi, continue à progresser, même s'il continue aussi dans sa sous-performance. Bien sûr, oui. Le marché américain, qui continue à être le seul marché qui progresse, à l'exception du marché japonais, mais qui bénéficie d'un autre élément de soutien. D'un autre contexte, oui. Non, mais c'est l'élément de soutien, c'est encore une fois l'incertitude que laisse planer la Banque centrale japonaise sur sa politique monétaire qui a entraîné une nouvelle dépréciation du yen. Et puis, il y a la thématique AI qui s'étend maintenant sur les marchés asiatiques et qui a profité notamment, principalement aussi à la bourse japonaise. Alors on y reviendra peut-être sur la thématique intelligence artificielle, mais juste avant Gustavo Einstein sur la saison des résultats, on peut peut-être commencer par l'Europe. Effectivement, profitons-en, on a des beaux résultats aujourd'hui, on a des indices européens et notamment un CAC 40 qui progresse, qui en profite. Est-ce que là on est... Alors effectivement, on ne fait pas forcément le lien entre macro et micro, mais là sur le volet des résultats d'entreprise, on voit quand même qu'on a des belles valeurs en Europe qui résistent bien. D'abord, sur les marchés et sur les indices, en fait, dans lesquels on est en train de parler des indices en général, les indices européens, des indices américains, tout est effet structure. Donc tout est une question de ce qu'on est en train d'observer exactement. La performance américaine est très forte, mais elle est très inégalitaire au sein des entreprises américaines. Donc si on regarde le S&P Capivate, qui est l'indice lequel on parle habituellement, il fait effectivement très bien.
quand on regarde l'indice équipondéré, vous pondérez les 500 valeurs de la même manière, c'est beaucoup moins bien. L'écart est très très important. Pourquoi ? Parce qu'on sort les Exactement, parce que c'est très très grosses entreprises qui font extrêmement bien. C'est elles qui tirent essentiellement la performance. Elles l'ont tiré l'année dernière et c'est encore le cas depuis le début de l'année. Mais elles cachent une situation plus compliquée pour le reste ou elles gonflent une situation qui globalement reste solide. Je crois que globalement la situation des entreprises américaines est bonne. Mais je pense que les performances et l'extraordinaire comportement des entreprises est quand même, des indices, extrêmement marqués par ces très très grosses valeurs, les 6, on disait 7, maintenant c'est plutôt 6, on peut Tesla. Pour l'instant, on verra, mais dans le gaz. 6, donc voilà. Bientôt 5. Alors c'est précisément le problème d'ailleurs, c'est une des complexités de notre travail. Moi, je suis plutôt un économiste et j'essaie de réfléchir au marché vraiment d'une vision top-down. Le problème, c'est que si le marché américain n'est pas du tout représentatif de l'économie américaine, je suis en train de parler d'autre chose. Or, si je suis en train de parler des résultats de Meta, je n'ai pas d'idée. C'est pas mon métier de savoir si Meta est trop cher, pas assez cher, ou si Apple mérite son prix avec vu sa croissance. C'est des questions intéressantes, mais je n'ai pas de réponse. Le problème, c'est que comme j'observe le S&P 500, et on fait cette impression que le S&P 500, c'est l'économie américaine. Mais pas du tout. Et il faut vraiment complètement séparer, et c'est important de le penser comme ça pour les investisseurs, de séparer la question macroéconomique de la croissance d'un pays de ses indices boursiers. Oui, ça n'a probablement très peu de rapport. Et l'Europe, c'est l'exemple. Puisqu'on dit, effectivement, les entreprises européennes, en moyenne, c'est peut-être un peu décevant, mais vous avez quand même des très, très, très belles entreprises européennes qui font des performances extraordinaires. Vous les connaissez toutes. Bien sûr. Les ASML, et SAP et autres de Capgemini de ce monde. On peut même parler de Airbus, qui effectivement donc il y a des très très belles entreprises qui masquent après une cote beaucoup plus large avec ses difficultés, les small caps. Mais si on prend les plus belles entreprises européennes, en réalité, elles font tout à fait jeu égal avec les plus belles entreprises américaines. Donc tout est un effet de structure, c'est juste qu'elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes dans les indices américains. C'est moins le cas en Europe. Et bon, l'intelligence artificielle, évidemment, qui était un thème qui est apparu surtout à partir de l'année dernière et qui a encore accéléré cette année. Bon, c'est un thème, si vous vous intéressez à ce thème, 95% des entreprises sont aux États-Unis. Donc là, il y a un effet structure total, c'est-à-dire que vous faites de l'IA, vous retrouvez aux États-Unis. Mais alors c'est intéressant, c'est quoi les entreprises de l'intelligence artificielle ? Personne n'a la même réponse sur le sujet. Pour vous, Gustavo Renstein, c'est quoi ? C'est les semi-conducteurs ? C'est tous les secteurs qui potentiellement un jour seront transformés avec l'intelligence artificielle ? Si on va sur cette thématique aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est concerné par le sujet IA en bourse ? Pour l'instant, effectivement, les Nvidia, c'est l'énorme champion. Ou alors les big tech. Mais je crois que ce qui est intéressant sur ce type de thème, d'abord, c'est qu'on le prend vraiment très, très au début, qu'évidemment, comme tous les êtres humains, on tend à faire des extrapolations plus ou moins incroyables, à imaginer plein de choses, mais c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer dans 10 ans sur l'IA, qui va gagner, quelles vont être les solutions viables, quelles sont... Voilà. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Quand nous regardons ce thème-là, on tend quand même à regarder des entreprises qui sont déjà rentables, qui sont déjà en train de gagner. Et c'est un peu ce qui se passe sur les marchés. Aujourd'hui, pour l'instant, les gros gagnants, ça reste des entreprises toujours les mêmes, à la fois Nvidia, Microsoft et autres, vous les connaissez. Il peut y avoir après quelques aventures ici et là. On va voir, mais c'est beaucoup plus incertain. Et c'est ça qui est distinct d'ailleurs en général de la bulle Internet, c'est qu'aujourd'hui, ces gagnants sont quand même des entreprises qui sont rentables. C'est pas du rêve, tout simplement. Non, mais si je peux me permettre, sur le sujet de l'IA, c'est aussi l'impact que ça pourrait, en dehors des entreprises, c'est l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie, sur les gains de productivité, etc. Est-ce que ça pourrait entraîner notamment au niveau des salaires ? Parce que quand vous mettez en place de l'IA, comme on nous expliquait que quand les robots étaient en place, on n'allait pas virer les travailleurs à la chaîne, mais c'est ce qui s'est passé. Avec l'IA, il y a des pertes d'emplois qui vont avoir lieu, qui vont peut-être compensées par d'autres, mais c'est ça que... C'est cet élément-là qui est en train de se mettre en place petit à petit. Je ne sais pas quelles seront les conséquences à terme sur l'économie en elle-même. Mais c'est cet élément-là, en dehors des entreprises, prises individuellement, bien entendu. Florian Yelpo, peut-être un point d'abord sur la façon dont vous regardez la saison des résultats, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ensuite, évidemment, peut-être qu'on va aussi déborder sur le sujet IA avec vous. Mais d'abord, saison des résultats, une saison plutôt solide quand même. Et jusqu'à hier aux États-Unis, aujourd'hui, on peut quand même dire qu'en Europe aussi, c'est quand même globalement solide, non ? Osons-le, non ? Oui, puis ça fait quand même un petit bout de temps que dans les large caps, depuis le début de la saison, on a des chiffres qui sont plutôt des surprises positives. C'était un petit peu moins bon en termes de surprise, pas en termes de chiffres réalisés que ce qu'on voyait aux États-Unis. Mais je trouve que cette saison, elle oppose encore une fois plutôt des larges à des small que les US à l'Europe.
dans l'Eurostock 50. L'Eurostock 50 fait la perf du S&P year to date. C'est aussi simple que ça. Enfin, un peu quelques points de base près, vous m'accorderez l'approximation. Bien sûr, oui. Mais c'est un indice qui comprend de grandes entreprises et qui se bat relativement bien contre un autre indice qui comprend de grandes entreprises. Si on regarde par contre tout ce qui est small, là on a vraiment des choses qui sont plutôt à la traîne et qui ont de la peine à décoller. Même les 2-3 premières semaines de février qui sont plutôt des semaines bull où il fallait plutôt être exposé aux grands indices. Le MSCI World a plutôt bien performé. C'est pas le cas de ce qui est plutôt small. Nous, c'est plutôt une thématique structurante pour nous. Notre thématique, on revient à dire, peut être résumé assez simplement. Si justement l'IA, la tech US, les large caps ont largement profité d'un environnement inflationniste avec des taux très élevés, maintenant on observe une normalisation. Je pense que c'est quelque chose sur la table sur lequel on est assez d'accord. S'il y a normalisation de l'inflation, s'il y a normalisation des taux, ce qui marche dans un sens devrait marcher dans l'autre, et on devrait retrouver une forme de convergence entre justement la macro et la micro, c'est-à-dire cesser de voir des entreprises qui capturent quelque part de la demande parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles ont un pouvoir de négociation en termes de prix avec le consommateur, et voir plutôt une croissance capturée par des petites et moyennes entreprises et par cette fameuse thématique des émergents qui nous préoccupe quelque part beaucoup plus que la thématique de l'IA aujourd'hui. Les émergents, c'est quelque chose qui nous intéresse. Transformer ce value trap en value opportunity, qu'est-ce qui est nécessaire pour parvenir jusque-là? C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui davantage que des questions sur l'IA. Au-delà de l'IA, donc émergent et small et mid cap, c'est les sujets selon vous à regarder en 2024 et voir effectivement comment on peut, j'aime pas le terme, mais voir ruisseler de la valeur non plus seulement sur les grosses capitalisations, mais sur d'autres types de valeurs également. Oui, on appelle ça le rallye des retardataires, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment été à la traîne en 2022-2023, ceux qui ont souffert parce que les earnings des petites et moyennes, justement, ont bien montré ce qui se passait dans une économie sous-jacente, hors le consommateur américain. Si on retire le consommateur américain et si on retire les Magnificent Seven, qu'est-ce qui reste? Une économie qui a vraiment ralenti. Les taux ont progressé, l'économie globalement mondiale a ralenti si on enlève ces éléments-là. Il nous reste le consommateur américain qui est très fort parce qu'il est dopé à la stimulation fiscale, et il reste justement la thématique US Tech parce qu'ils ont un pouvoir de négociation fort vis-à-vis de ce fameux consommateur. Donc il y a une espèce de circularité là qu'il va falloir briser pour passer un petit peu à autre chose. Alors une question peut-être plus pour vous, Malika Dou, que quand on voit effectivement une telle concentration dans les indices, donc que ce soit aux États-Unis sur la tech, en Europe sur le luxe et d'autres secteurs également, qu'on voit qu'on est essentiellement sur les large caps, pas forcément sur les small et mid, qu'on reste sur un faible panier de valeurs. Comment on adapte une gestion active dans un marché qui semble quelque part être un peu faussé par une direction qui est toujours la même quand il s'agit de faire la sélection de valeurs? Monsieur vient de donner la réponse, c'est qu'il y a des Lagarde, qui depuis 2 ans durent, on les connaît. Les émergents, ça fait 10 ans, ça fait pas 2 ans, qui ont une situation qui est bien meilleure que celle qu'ils avaient il y a 10 ans, qui devraient profiter justement de cette annonce d'une politique monétaire américaine moins restrictive. Excusez-moi. Mais tout est caché par ces grandes entreprises américaines, c'est tout. Et puis tout le monde suit le mouvement. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être en dehors de ce mouvement-là. D'accord, oui. C'est tout simplement même ça. Si on entend que c'est trop cher ou autre. Écoutez, il y a une société, parce que je ne peux pas nommer les sociétés, qui a pris 120% en 2-3 jours. Qui a permis au marché japonais d'ailleurs de monter. Parce que mais voilà, vous avez des mouvements comme ça avec des niveaux de PE de 100. Voilà, et les gens continuent à acheter parce que c'est le mouvement. Maintenant, il faut avoir le courage de dire qu'il y a des valorisations qui deviennent très tendues. D'accord. Et qu'il y a des retardataires, notamment dans les small caps aux US, qui ont été, bien sûr, négativement impactés par la hausse des taux. Mais si on considère qu'aujourd'hui, la hausse des taux, en tout cas des taux nominaux, se stabiliserait autour de 4,20 et qu'on n'irait pas retrouver les 4,50, 4,80 pour des raisons d'inflation, pas pour d'autres raisons qu'une activité qui se maintiendrait. Elle devrait tirer parti justement de cette résilience de l'activité économique intérieure. Ce qu'elles n'ont pas fait depuis maintenant 6 mois, 8 mois, parce qu'avec un écart de performance. Donc oui, nous on est pour jouer cette rotation-là, à la fois sur les small caps, à la fois sur les émergents. Alors les émergents, c'est en allant globalement. On pourra parler de la Chine. C'est ce que j'allais dire, quand on parle d'émergents, on parle de qui? Ben oui, mais il y a des gens qui vont vous dire, moi je me suis trompé l'année dernière, mais je continue, il faut faire preuve d'humilité sur la Chine. Je pense que ce qui a été fait récemment
c'est pour stabiliser le marché, mais il manque un élément, c'est de redonner confiance aux consommateurs. Ouais. Mais quand vous allez voir des valeurs technologiques, vous regardez le secteur technologique chinois, qui a perdu plus de 75% sur les 3 dernières années. Vous avez des niveaux de valorisation de 8 de PE, comparé à d'autres valeurs technologiques américaines qui sont au-delà de 30. Vous ne pouvez pas me dire que le marché chinois va disparaître, que l'innovation en Chine elle n'est pas présente, c'est pas vrai. On connaît les raisons pourquoi le marché chinois est malmené, c'est qu'il a permis au marché japonais, au marché indien de progresser, parce que les flux se sont redirigés vers ces marchés. C'est les tensions avec les États-Unis, c'est les erreurs politiques qui ont été commises par le gouvernement chinois avec les restrictions sur certaines activités, c'est les tensions géopolitiques avec le rapprochement géopolitique avec la Russie qui pose problème. Tout ça entraîne les investisseurs américains à barrer le marché chinois. Mais il y a de la valeur à aller chercher sur ce marché, comme sur d'autres marchés émergents. Gustavo Orenstein, en réaction à ce que vient de dire Malik Hadouk, émergent, Chine, small et mid cap, en Europe ou aux États-Unis? Alors, sur les émergents, on tend à faire très peu en général. Ce n'est pas du tout notre endroit de prédilection. Et par ailleurs, finalement, la leçon du cas chinois, mais c'est vrai que c'est sur les 10 ou 15 dernières années, c'est que le miracle chinois et toute la progression des marchés émergents, vous pouviez la capter effectivement, finalement, dans les entreprises européennes, dans les entreprises américaines qui vendent sur ces marchés-là. Et vous bénéficiez d'une meilleure gouvernance, d'une meilleure protection des minoritaires que nous sommes. À la fin, on n'investit pas dans... Et c'est toujours la même chose, on n'investit pas dans un pays. Quand on achète des entreprises chinoises, on est actionnaire d'une entreprise chinoise et non pas du PIB chinois. Et du coup, on est dépendant de la gouvernance de l'entreprise, de la structure de protection légale en Chine, etc. Enfin, rien qui donne très, très envie, il faut être honnête. Et effectivement, la raison principale de la sous-performance du marché chinois, c'est pas l'économie chinoise. Je ne crois pas du tout que c'est parce qu'il y a la démographie, ou si c'était ça, vous vous rendez compte combien ça vaudrait le marché suisse. Donc c'est pas du tout ça. La question n'est pas là. La question c'est que vous n'êtes pas actionnaire du PIB, vous êtes actionnaire d'entreprise. Et ça, c'est pas pareil. Et donc, il faut quand même regarder, et notamment la gouvernance est un point extrêmement important, et elle est relativement difficile en Chine, et pas simplement la gouvernance des entreprises elles-mêmes. Je ne doute pas que les managers d'entreprise sont tout à fait honnêtes, mais simplement l'endroit dans lequel ils sont cotés, le marché lui-même, et le cadre juridique n'est pas extrêmement sécurisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, ça donne pas très très envie. Donc on préfère éviter et à la limite jouer, pourquoi pas, l'idée que la Chine redémarre un peu, ça semble tout à fait raisonnable de l'imaginer. Mais pas directement en Chine. On peut le faire avec des entreprises européennes. Avec des entreprises américaines, européennes, japonaises, coréennes. Si on veut faire de l'Asie, il y a d'autres choses, mais on évite effectivement les marchés, en tout cas le marché chinois et les marchés émergents en général. C'est vrai que c'est pas l'endroit où on a le plus envie d'aller en ce moment. Deux stratégies différentes, hein. Si je comprends bien. Malik Hadouk, vous voulez réagir avant de passer la parole à Florian Yelpo, non ou... Non, mais les raisons que j'ai invoquées de la faiblesse du marché chinois, elles ont été redites. Oui, c'est un problème de gouvernance, d'interventionnisme du gouvernement. Et c'est vrai que quand vous investissez dans des entreprises chinoises, vous ne savez à quelle sauce vous allez être mangé, parce qu'il y a des interventions qui peuvent à tout moment arriver. Mais je pense que le gouvernement a pris conscience de cette difficulté. Et là, les événements récents pour venir soutenir le marché action, c'est quelque chose qui va dans la bonne direction. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pas ça que les investisseurs attendent. Les investisseurs, ce qu'ils attendent, c'est des mesures qui permettent de redonner la confiance aux consommateurs chinois, qui n'est pas là en ce moment, malgré une épargne qui est record. Mais il n'a plus confiance parce que sa richesse était dans l'immobilier. Vous voyez ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier. Un gouvernement qui n'hésite pas à tuer la valeur à un endroit. Donc il y a un effet de richesse qui n'existe pas. Par contre, il est extrêmement élevé aux États-Unis, ce qui explique aussi le fait que les investisseurs américains continuent à investir sur la bourse américaine. Florian Yelpo, alors on a commencé avec l'intelligence artificielle. Vous avez amené le sujet émergent sur la table. On en est à la Chine. Effectivement, comment est-ce que vous analysez effectivement le cas d'investissement Chine aujourd'hui, même si Gustavo Orenstein l'a très bien dit, on n'investit pas sur un pays, mais sur des valeurs ou en tout cas sur une thématique. Oui. Ce qu'on aime bien, c'est l'idée de se dire effectivement il y a un double problème de confiance. Il y a une confiance à l'interne vis-à-vis de la consommation, mais on n'achète pas le PIB. Et il y a un deuxième problème de confiance vis-à-vis des investisseurs étrangers vis-à-vis de la Chine, et plus cette crise de confiance perdure, et plus on commence à chercher des alternatives
à une exposition Chine sans détenir de la Chine. Évidemment, on pense à l'Inde, on pense au Japon, mais nous, on pense beaucoup à l'Europe, par exemple. S'il y a un indice qui a une corrélation en termes de return, en termes de rendement au cours des 3 dernières années, positive et bien marquée à la Chine, c'est l'Eurostock 50, par exemple. Tout simplement, achetez l'Eurostock 50 et vous aurez une exposition, vous avez à peu près 35% de corrélation au rendement chinois. C'est pas mal parce que, comme vous le disiez, vous avez quelque part l'exposition tout en bénéficiant d'une certaine garantie de gouvernance vis-à-vis de boîtes qui restent des boîtes européennes que vous connaissez bien parce que ce sont des grands champions respectifs de leur secteur et vous avez même un secteur qui est un indice qui est moins concentré dans un seul secteur parce que c'est aussi un des problèmes des indices US, cette concentration monosectorielle. L'Europe, de ce point de vue-là, nous semble vraiment alléchante et c'est pas très cher. On n'est pas à 8 de PE, loin s'en faut, mais on n'est pas à 30 non plus. Donc ça pourrait être une value opportunity sans être une value trap, comme pour l'instant semble l'être les actions émergentes. Maintenant, voilà, si on regarde H1, enfin la première partie de l'année, la deuxième partie de l'année, il nous reste encore 11 mois de l'année à courir. On voit des forces se mettre en place qui pourraient justement soutenir le retour d'une confiance à la fois en Chine et dans les émergents et aider les investisseurs aussi à séparer la problématique chinoise de la problématique émergente globalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peu vu, je trouve, au cours de ces quelques derniers mois. Je rebondis sur le sujet européen, sur les quelques minutes qui nous restent. On l'avait annoncé en introduction, donc on va quand même l'aborder un petit peu. Florian Guilbeault, on va commencer avec vous. Vos perspectives de croissance en Europe avec cette question. La BCE peut-elle commencer son assouplissement monétaire avant la Fed? Aura-t-elle la nécessité de le faire? Quelle est votre analyse sur le sujet? Le cycle européen, je répète toujours ça, c'est un peu idiot, mais est toujours un cycle retardé par rapport au cycle américain. Et le cycle américain aujourd'hui, dans les indicateurs qu'on regarde, nous, on observe une reprise. C'est-à-dire qu'on a à peu près 68% des datas qu'on collecte qui sont en amélioration sur un mois glissant. C'est un chiffre qu'on voit assez rarement dans l'ensemble. Oui, il y a des disparités, les ventes de détail déçoivent un petit peu, la production industrielle, mais dans l'ensemble, ce qu'on observe, c'est une reprise sans récession aux États-Unis. Ça, c'est le poisson pilote pour nous. Donc oui, la Chine a été la Chine. L'Europe. L'Allemagne a été un petit peu derrière ces derniers temps, mais l'Allemagne, elle a fait le choix d'une concentration industrielle, une concentration en termes de sources d'énergie, qui ont été 2 choix relativement malheureux, en tout cas, et en termes de clientèle, pardon, qui ont été relativement malheureux dans ce cycle. On voit plutôt un upside, plutôt une amélioration du cycle européen à venir, qui va poser la question, justement, comme le dit Christine Lagarde, de est-ce qu'ils vont être capables de délivrer les baisses de taux attendues, oui, non, ou est le taux neutre, comme je le disais précédemment, oui, non. Notre vue maison, c'est que la BCE coupe peut-être avant la Fed, tout simplement parce qu'il reste trop d'inflation aux États-Unis par rapport à l'Europe, où on a vraiment capturé des pressions déflationnistes plus marquées, plus fortes, qui pourraient inquiéter la BCE. Ça reste à voir, le marché pour l'instant, et comme vous le savez, n'est pas entièrement convaincu par l'idée. Malik Hadouk, et on finira avec Gustavo Orenstein sur le sujet européen, rapidement. Je pense que les choses peuvent s'améliorer. Il y a déjà le choc énergétique et la baisse des prix de l'énergie qui redonne du pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui avait freiné la croissance économique européenne. Les conditions financières semblent s'améliorer avec une demande de crédit qui repart et des conditions de prêt qui s'améliorent. Et puis l'anticipation d'une baisse des taux pourrait permettre justement à l'activité de se normaliser, de redémarrer un peu plus vite. Quant à la question de la BCE, de savoir si elle va le baisser avant ou pas, c'est une possibilité, mais j'en doute fort que la BCE ait le courage de le faire avant la Fed, malheureusement. C'est amusant parce que c'est souvent la réponse qu'on a, Gustavo Orenstein, sur le sujet. C'est économiquement, tout justifierait une action de la BCE avant la Fed, mais globalement, rien que par principe, elle ne le fera pas avant la Fed. Oui. Alors si on lit très attentivement le règlement intérieur de la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas écrit qu'elle était censée faire ça après la Réserve fédérale. Donc rien ne l'empêche. Mais dans les faits... Bon, dans les faits... Non, la grande différence, évidemment, c'est que autant il y a une résilience de l'économie américaine, c'est clair, autant en Europe, on en est beaucoup moins sûr, et on part d'un point beaucoup plus bas. On attend, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, on attend bien une réaccélération graduelle de la croissance en Europe, et surtout du cycle manufacturier, qui semble aussi, au niveau international, c'est un cycle assez global, qui semble aussi avoir fait son point bas et en train d'accélérer. Alors ça, c'est plutôt favorable à l'Europe. Le contre-choc énergétique, ça a été dit, c'est quelque chose qui est plutôt favorable à l'Europe. Donc il va y avoir un rebond, je crois, effectivement, de la croissance européenne. Les salaires
vont augmenter, mais ils doivent augmenter. Je crois même d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne, dans ses prévisions, dit que les salaires vont augmenter, donc elle s'attend à ça. Bien sûr. Ce qui n'empêche pas d'anticiper que l'inflation va ralentir. Donc il y a une hausse des salaires qui est juste un rattrapage et qui est tout à fait normale. Bon, après, il y a cette idée d'éviter les effets de second tour, mais je pense que on est plutôt dans de la communication de Banque Centrale que dans une prévision. Fondamentalement, tout est prêt pour que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux. Simplement, il faut convaincre les différents membres de la Banque centrale que c'est le bon moment. On sait que ça va arriver, cette année. Et le timing, en fait, n'est pas aussi important que la direction générale. Merci beaucoup, messieurs. Merci Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Merci Florian Guillepot, responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard-Odier IM. Et merci Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.